Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On peut avoir parfois l'impression que les médias cachent certains sujets, parlent de sujets qui ne nous intéressent pas, ou encore choisissent des sujets pour nous manipuler, ou encore pour se faire de l'argent. C'est en tout cas quelque chose qu'on a beaucoup l'habitude d'entendre, et je vois aussi dans les commentaires sous les vidéos au quotidien quand vous parlez de d'autres médias. Il y a quelques semaines, j'avais fait une première vidéo sur la neutralité dans le journalisme. Un petit lien est en description et une fiche apparaît en haut à droite si jamais vous voulez voir cette vidéo. Mais du coup, aujourd'hui, nouvelle thématique, on va parler de la question des sujets évoqués ou non par les médias. On va voir donc ce qui motive ou non un média à parler d'un sujet, les problèmes, les risques. Vous allez voir que c'est une question qui est assez passionnante, enfin moi je trouve en tout cas, je trouve ça assez passionnant et assez intéressant, et donc ça vous fera aussi peut-être voir d'un nouvel œil les médias tout simplement, et aussi cette chaîne, puisque logiquement on va parler des médias d'un point de vue général, les médias généralistes, télévision, etc. Mais on va aussi parler de cette chaîne YouTube, Hugo Décrypte, pour vous montrer comment est-ce que nous on se situe par rapport à cette question. Alors j'attaque dès maintenant avec un premier élément, d'ailleurs c'est peut-être pas le plus important, mais je trouve que c'est probablement un des plus intéressants. Il y a un principe en fait qui dicte le choix de parler d'un sujet plutôt qu'un autre dans les médias, c'est ce qui est parfois appelé la loi de proximité ou alors la loi du mort-kilomètre. La loi du mort-kilomètre ou loi mort-kilomètre, bref, il y a plusieurs façons de le dire, mais en gros, ça consiste à dire qu'un média parlera plus facilement d'une personne qui est morte à proximité de chez vous que de 10 000 personnes décédées à l'autre bout du monde, car vous allez vous sentir probablement davantage concerné par ce qui se passe juste à côté de chez vous. Par exemple, les JT vont préférer parler de 3 gendarmes tués dans le Puy-de-Dôme en décembre par un forcené, plutôt que d'un événement qui a fait 3 morts en Inde par exemple. Donc en gros, si on suit ce raisonnement et ce principe, pour qu'un média parle d'une actu internationale qui se passe très loin de la France, il faut qu'il soit très important, et donc dans le cadre de la loi du mort-kilomètre comme c'est appelé, il faut qu'il y ait plus de morts, ou beaucoup plus de morts, que si l'événement se passe en France. Alors cette règle, il faut bien comprendre que déjà c'est pas une règle en fait, c'est pas une loi, c'est pas quelque chose que les médias sont obligés de suivre, mais il s'avère que parfois consciemment, parfois inconsciemment, sans même le remarquer, eh bien les sujets vont être orientés ainsi, et donc typiquement dans un journal télévisé ou à la une d'un média, on va privilégier ce qui se passe à côté de chez nous. D'ailleurs ça pose une question assez intéressante de la légitimité ou non de parler d'un sujet national plutôt qu'un sujet international. Comment se fait ce choix? Ça pose aussi la question de la ligne éditoriale. Mais voilà, c'est une question et on a plusieurs avis différents. Certains vont dire bah oui, quelque chose qui se passe juste à côté de chez moi, il faut en parler plus que quelque chose qui se passe à l'autre bout du monde. Tandis qu'il y a d'autres personnes de façon peut-être un peu radicale, mais qui vont dire on est une humanité, on est une population mondiale, et donc faut parler du sujet le plus important à l'échelle mondiale, quel qu'il soit, et ce donc même s'il n'est pas à côté de où on habite. Alors après, faut voir que ce principe il est pas toujours automatique, et par exemple on a beaucoup entendu parler du génocide au Rwanda, en tout cas on a beaucoup plus entendu parler du génocide au Rwanda, alors que à titre de comparaison on a très peu parlé de la deuxième guerre du Congo qui a fait plusieurs millions de victimes directes et indirectes. Ce que ça montre en fait, c'est qu'il y a également d'autres facteurs qui entrent en jeu dans les conflits, comme par exemple le fait que dans certains cas comme au Mali ou encore en Centrafrique, eh bien l'armée française est engagée là-bas, et donc ça crée un intérêt de la part des médias, puisque un sujet international devient de cette façon déjà un sujet un peu national, puisqu'on parle aussi de soldats français qui sont là-bas. Beaucoup de médias mainstream ont par ailleurs tendance à parler des élections dans les grands pays avec qui la France est très proche, donc ça peut être les États-Unis, le Royaume-Uni ou encore l'Allemagne, et de moins évoquer des pays plus éloignés géographiquement ou politiquement de la France. Quant à Hugo Décrypte, vous le voyez, on parle beaucoup de sujets internationaux, je dirais que c'est environ peut-être 50%, enfin vous le voyez d'ailleurs, vous pouvez vérifier vous-même, c'est environ 50% peut-être des sujets qu'on va traiter dans le format des actus du jour au quotidien. Je trouve que c'est un bon juste milieu d'arriver à parler de sujets internationaux, comme on va parler de la Thaïlande, qui a peu de liens directs avec la France, mais quand il y a des manifs, on décide d'en parler. On parle aussi peut-être encore davantage de pays étrangers comme les États-Unis, parce que bon, première puissance mondiale ou l'une des premières puissances mondiales, donc ce qui se passe là-bas est très important pour le reste du monde. Logiquement, l'audience de notre chaîne Hugo Décrypte, elle est beaucoup plus jeune que l'audience du journal télévisé par exemple, et j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai le sentiment que notre génération, en tout cas les plus jeunes dans ce pays, ou en tout cas qui parlent français et qui suivent la chaîne, ont tendance à s'intéresser davantage aux sujets internationaux, et de mon côté ça fait plaisir parce que c'est aussi des sujets qui m'intéressent davantage et que je juge davantage importants. Et typiquement entre parler de la neige à Paris, j'en avais parlé d'ailleurs sur la dernière vidéo sur la neutralité, je crois qu'on avait abordé ce sujet là, mais ah non, c'était dans la FAQ, pardon, dans la FAQ qu'on avait posté il y a quelques semaines, entre parler de la neige à Paris ou alors d'un sujet international majeur dans un pays avec une révolution en cours ou autre, on fera toujours le choix de privilégier le sujet qui a un impact majeur dans un pays, et donc potentiellement aussi sur le reste du monde. Bref, vous l'avez compris, c'est une question qu'on se pose aussi de notre côté. Enfin, je ferme cette longue parenthèse
parenthèse sur la loi du mort-kilomètre, mais on notera qu'on peut faire en fait bouger ces lignes en s'emparant nationalement de sujets qui de base sont purement à l'étranger. Je prends l'exemple de la question des Ouïghours, donc une minorité musulmane qui est persécutée en Chine. Les Ouïghours, c'est un sujet qui de base, on a l'impression, nous concerne en tant que citoyens français, pas forcément, sauf qu'il y a une mobilisation parce que c'est un sujet qui a indigné beaucoup. Il y a eu une mobilisation de certains élus, mais aussi beaucoup de créateurs de contenu, de youtubeurs, etc. sur le sujet des Ouïghours. Et du coup, le fait qu'en France, beaucoup de gens se soient emparés d'un sujet qui de base se passe à l'étranger, ça fait que désormais en France, c'est devenu un sujet important et que les médias en parlent peut-être davantage que si peu de gens s'en étaient saisis dans le pays. Alors la loi du mort-kilomètre, elle introduit au final une question beaucoup plus large qui est la question de l'audience, puisqu'au fond, cette règle du loi mort-kilomètre, elle existe parce que, en tout cas elle existe dans certaines rédactions, parce que les gens cliquent davantage souvent quand les médias traitent de sujets qui se passent près de chez eux. Et donc ça pose la question de l'audience, est-ce qu'il faut faire des choses qui vont intéresser et qui vont faire cliquer ou faire regarder des téléspectateurs ou en tout cas une audience. Ça introduit donc cette question de la recherche de l'audience. Et pourquoi est-ce qu'un média va chercher de l'audience? Il y a plusieurs raisons, mais la raison souvent principale, c'est la question financière. Les médias ont un modèle économique souvent qui repose encore sur la publicité. Ça vaut des médias comme la télévision, ça vaut aussi pour des médias comme des médias en ligne, des sites internet, etc. Ils sont financés par les publicités qui vont s'afficher soit entre les programmes, soit au moment des programmes, etc. Et donc plus l'audience est importante, plus logiquement les prix pour les annonceurs vont être plus chers et donc ils vont gagner plus d'argent. C'est du coup ce qui peut amener certains médias à évoquer quasi exclusivement des sujets pour la simple et bonne raison qu'ils vont faire de l'audience et donc que tu vas pouvoir te faire de l'argent avec, au détriment parfois de sujets plus importants qui mériteraient d'être évoqués mais que les gens ne vont pas forcément cliquer. Donc là typiquement on revient au sujet qu'on évoquait à l'instant, un sujet très important qui se passe à l'étranger mais qui est pas très concernant pour la France, et bien peut-être qu'un média va décider de ne pas en parler puisque ça va pas faire assez de vues et donc du coup il se dit je vais plutôt parler d'un sujet peut-être moins important mais qui fera plus cliquer en France. Cette recherche de l'audience du coup pour un objectif financier, elle va même parfois très très loin et je peux citer notamment la question de pages Facebook et de médias qui vivaient sur les réseaux sociaux et donc notamment sur Facebook. En fait ce qu'ils ont réalisé c'est que, et à juste titre il y a eu des études qui ont été faites là-dessus, les fausses informations se propagent en fait beaucoup plus vite que des informations qui sont vérifiées. Et la raison, eh bien c'est très simple, les gens sont intrigués, ils se posent des questions, ils disent oh là là mais qu'est-ce que c'est que ce truc, il y a un événement sensationnel, j'en ai pas entendu parler, donc ils cliquent dessus alors qu'au final c'est une fausse information. Mais donc c'est ce qui fait que les fausses informations sont beaucoup plus vues, ils sont souvent beaucoup plus partagées, c'est qu'il y a un côté sensationnel, un côté intriguant qui du coup le rend viral. Le truc c'est que en partant de ce constat, certaines personnes un peu malignes et qui ont pas forcément beaucoup de déontologie se sont dit attendez, si les sujets qui marchent bien et qui font beaucoup d'audience c'est des sujets, c'est des fake news, alors pourquoi est-ce qu'on ferait pas des sites internet qui propagent toute la journée des fausses informations pour après monétiser ces contenus, ces vidéos et se faire de l'argent. Et donc en l'occurrence il y a des exemples qui sont souvent cités de pages Facebook sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook qui en fait faisaient des vidéos concernant des sujets de médecine, de santé mais avec des articles complètement trompeurs et mensongers et donc ces vidéos étaient beaucoup partagées, ces vidéos étaient monétisées et donc ça permettait à ces pages Facebook de se faire de l'argent avec des contenus qui sont mensongers. Alors là je vous ai donné un peu les grandes lignes de différentes raisons sur pourquoi certains médias décident de traiter un sujet plutôt qu'un autre, mais il faut aussi savoir que logiquement certains médias choisissent au contraire de ne pas traiter du tout certains sujets. Vous le savez probablement, mais en France il y a des médias publics comme France Télévisions qui sont financés par l'État, mais il y a aussi différents médias privés qui sont eux en l'occurrence financés par des individus et souvent par des personnes très fortunées. Tout ça entraîne de très nombreuses conséquences et on pourrait en parler pendant des heures, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur le sujet. D'ailleurs c'est un sujet qui revient souvent sur la table quand les médias sont critiqués, accusés de manquer d'indépendance, c'est souvent le sujet qui revient le plus et donc ça amène à certaines conséquences parfois d'un point de vue éditorial avec certains médias qui vont choisir par exemple de ne pas parler de certains sujets concernant les propriétaires de leur même média. Par exemple en 2018 le milliardaire Vincent Bolloré qui est l'actionnaire principal de Canal+, a été placé en garde à vue puis mis en examen pour des soupçons de corruption en Afrique et à ce moment là tous les médias ou la plupart des médias en ont parlé alors que CNews de son côté qui fait donc partie, la chaîne CNews fait partie du groupe Canal+, et ils ont décidé en fait tout simplement d'en parler très rapidement avec un petit bandeau en bas au lieu d'en parler de façon plus importante dans le cadre d'un reportage ou autre comme on fait la plupart des autres médias. D'ailleurs l'ancien candidat à la présidentielle Philippe Poutou qui était invité sur le plateau de CNews le lendemain avait fait part de son agacement et en gros avait demandé des nouvelles de Vincent Bolloré, le tout de manière très ironique
ironique. Je vous laisse avec l'extrait. Comment va Bolloré? Vous avez des nouvelles un peu? Bah écoutez, voilà, il est sorti de ça. on a fait notre travail. Garde à vue, c'est ça? Peut-être mise en examen, c'est La terrible, justice est indépendante, elle travaille, il n'y a plus monsieur d'immunité Poutou. patronale. La justice est indépendante. Et c'est plutôt Vous ne savez bien. pas s'il va bien ou pas, quoi. Non, et j'ai pas de nouvelles. Vous en avez pas, vous? Ben non, Vous n'avez non, pas son attends, téléphone attends, portable? Alors là, j'ai parlé de Vincent Bolloré, mais il y a en réalité beaucoup de très riches propriétaires de médias. Vous avez peut-être déjà vu d'ailleurs cette cartographie qui a été faite par le Monde diplomatique et qui montre très bien qu'une poignée de personnes aujourd'hui détient en fait une immense majorité des médias qui existent en France. Et du coup, logiquement, le fait que des personnes aussi puissantes détiennent ces médias peut parfois avoir une influence sur le contenu qui est produit et exercer une forme de pression, disons, sur les journalistes. Alors parfois c'est une pression réelle, parfois c'est une sorte de... Enfin c'est une pression réelle mais qui est sous forme d'autocensure où en fait un journaliste va se dire dans le doute, là c'est quand même quelque chose qui parle du propriétaire de notre média, donc j'ai pas envie de perdre mon poste. Et cette pression ou cette autocensure potentielle de la part des journalistes au sein de ces médias, elle est d'autant plus grande quand on sait que être journaliste aujourd'hui en 2020 en France, c'est un métier qui est très précaire. Surtout quand tu débutes, c'est vraiment quelque chose qui est pas évident. Il y a beaucoup de gens qui rêvent d'être journaliste, mais il y a très peu de postes au final puisqu'il y a une crise de la presse. Enfin bref, on va pas rentrer dans tous les détails, mais du coup la conséquence c'est quoi? C'est que cette pression, cette autocensure potentiellement peut être d'autant plus importante. Alors pour contrer ça, certains médias ont décidé de reposer surtout sur les abonnements payants en se disant en fait bon bah si on dépend pas d'un milliardaire pour nous financer mais qu'on dépend des abonnés qui vont donner je sais pas 5 € par mois, peut-être qu'on sera comme ça plus indépendant et que du coup on n'aura pas à subir ces pressions de ce type là. Donc ça c'est une forme qui est possible et en fait beaucoup de médias d'ailleurs reposent sur ou tentent de reposer sur ce modèle. Après ça dit dans les détails on peut quand même avoir un modèle sur abonnement et avoir un milliardaire qui est propriétaire, donc la question est un peu plus complexe que ça, mais là je vous donne vraiment les bases ou les éléments qui me paraissent essentiels à retenir. L'autre façon autrement de protéger les journalistes de ces propriétaires des médias, c'est tout simplement de créer au sein du média des règles, des conseils, des choses, des règles qui font en sorte de qu'il y ait en fait une véritable indépendance et que les journalistes reçoivent le moins possible de pression venant de leurs propriétaires. Bref, plus largement sur cette question donc du financement des médias qui impacte le choix des sujets, je vous conseille un ouvrage qui est le livre Sauver les médias qui a été fait par Julia Cagé. Julia Cagé en fait a dans ce livre détaillé un peu la problématique démocratique des médias et le fait que au final si l'information est de mauvaise qualité ou pas toujours de bonne qualité aujourd'hui, c'est en grande partie dû à une question du financement des médias et à une question de la forme juridique des médias. Je rentre pas dans tous les détails mais en gros elle établit plusieurs solutions qui permettraient tout simplement de protéger davantage les journalistes et donc de faire en sorte d'avoir une plus grande diversité et moins de médias ou de journalistes soumis à des pressions potentielles. Du coup voilà, c'est un petit livre, c'est rapide et facile à lire, donc si ça vous intéresse, si c'est un domaine qui vous intéresse, je vous invite vraiment à vous le procurer. Et puis autrement, il y a deux trois autres sites que je peux vous recommander, Acrimed, Arrêt sur Image, des sites qui parlent en fait de cette question des médias. Et donc voilà, là-dessus je vous mets aussi des liens directement en description. Enfin, je terminerai juste sur ce point en disant que c'est la question du financement des médias, c'est pas une question qui est figée dans le temps, et il y a beaucoup de débats. Et moi-même d'ailleurs, je suis pas sûr d'avoir trouvé aujourd'hui la meilleure forme pour développer nos contenus, continuer à faire nos reportages, les documentaires qu'on fait, etc. et rendre tout ça accessible gratuitement. Et moi, pendant un moment, je me suis dit, est-ce qu'on ferait pas une version payante de Hugo Décrypte, etc. Sauf que j'ai réalisé aussi très rapidement que en faisant ça, en fait, on privait beaucoup d'entre vous de contenu et d'informations et d'un travail qui me paraît assez important. Donc tout ça pour dire que c'est pas un modèle qui est figé. Aujourd'hui, on a ce modèle-là, mais c'est toujours quelque chose où il faut essayer de trouver la meilleure forme et ça fait que évoluer. Enfin, pour terminer, on pourrait aborder le point que on a parfois l'impression que tous les médias parlent des exacts mêmes sujets. C'est vrai que parfois, quand on va sur plusieurs médias d'information, notamment en ligne, on peut avoir l'impression que les articles sont presque les mêmes mot pour mot. Alors en l'occurrence, il y a une explication à ça. En fait, les médias sont presque tous abonnés à ce que l'on appelle des agences de presse. Donc il y a l'AFP en France, Reuters au Royaume-Uni ou encore AP aux États-Unis. Et ces agences, leur rôle, c'est d'écrire des dépêches. Donc pour faire vraiment très simple, des articles, des dépêches qui sont donc ensuite reprises un peu partout. C'est ce qui va expliquer donc parfois qu'on va avoir des articles très similaires d'un média à un autre, parfois même les mêmes phrases, même blocs de phrases. C'est tout simplement qu'ils ont les mêmes ressources, parfois du coup par exemple l'AFP. Et dans le cas où c'est une actualité qui vient de tomber ou alors c'est une actu pas super importante et donc ils vous en font pas un article eux-mêmes, et bien ils vont faire cet article à partir de la dépêche de l'AFP. Et donc souvent d'ailleurs il y a écrit France Info avec AFP ou tel média avec AFP, puisqu'ils se sont basés quasi exclusivement sur une dépêche de l'AFP. Alors là, assez légitimement, on peut se poser
la question de pourquoi les médias font ça. Alors déjà, les médias ne font pas que ça. Si vous allez sur le site du Monde par exemple, il y a parfois des dépêches de l'AFP, mais il y a aussi beaucoup de choses, d'articles, d'enquêtes qui sont publiés au quotidien, et ça vaut pour beaucoup de médias différents. Mais en fait, au-delà de ça, ça repose une nouvelle fois la question du financement des médias, puisque dans certains cas, des médias dépendent de la publicité. Or, en diffusant ces dépêches qui modifient légèrement, mais en diffusant ces dépêches de l'AFP, eh bien ça fait plus de contenu et donc plus d'affichage, plus de vues et potentiellement plus de revenus pour ces médias qui sont parfois en difficulté de financement. Enfin bref, vous l'avez compris, c'est un sujet qui est très large. J'ai essayé ici de vous présenter quelques aspects, quelques dimensions, pas toutes d'ailleurs parce que ça prendrait des heures autrement, mais quelques dimensions sur cette question du sujet et des choix de sujets dans les médias. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je trouve ça intéressant un peu de parler de ces coulisses et de parler du fonctionnement des médias et de parler aussi pourquoi pas de ce qu'on fait sur la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, évidemment n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, pourquoi pas, pour me soutenir, et puis à le dire directement dans les commentaires. Ça change des vidéos qu'on fait au quotidien, de résumés d'actu du jour, etc. Ça me paraît assez intéressant. J'ai dit intéressant 50 000 fois dans cette vidéo, c'est pas grave. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, n'hésitez pas à vous abonner, mais c'est pas encore le cas, pour ne pas rater les vidéos suivantes. Rendez-vous aussi, vous le savez, sur Instagram pour d'autres contenus qu'on diffuse au quotidien. Surtout, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.